veux d'abord vous remercier de votre présence, de vous être déplacé pour ce beau sujet. Je veux saluer tout spécialement, parce que les listes d'inscription nous l'ont démontré, les très nombreuses personnes qui ne font pas du tout partie de notre association, pour parler comme on parle dans les cafés quand on ne veut pas être compris. Donc, bienvenue à tous, et notamment à vous qui, pour la première fois peut-être, avez franchi le seuil de l'hôtel Cadet du Grand Orient de France. C'est le grand maître Daniel Keller qui faisait ce diagnostic en 2014, je crois. L'école de la République manque d'un projet global. Et dans la foulée, il appelait tous les francs-maçons à se mobiliser sur le sujet. Il lançait pour cela l'idée qu'il fallait qu'il se crée des occasions de se retrouver pour réfléchir ensemble, de se doter d'outils. Et c'est ainsi que, en juin 2014, vite après, la première journée Jean Zay s'appliquait à dresser un état des lieux. L'an dernier, en juin 2016, à Orléans, la troisième édition de cette journée Jean Zay s'est interrogée sur la question de la réinstitution de l'école de la République sur la base d'une réflexion prospective. Quelle ambition pour l'école pour les 20 années à venir? La réponse de la journée fut qu'il n'est pas d'ambition pour l'école qui ne passe par la restauration de sa capacité à transmettre des savoirs. Il est vrai que les participants à la journée étaient sous le choc des enquêtes PISA, enquêtes successives qui avaient révélé une importante perte de maîtrise des savoirs fondamentaux, qui avaient enregistré une dégradation forte des performances des élèves, s'accompagnant d'un accroissement jamais vu des inégalités. Autant de résultats, en somme, qui semblaient signer l'échec de l'école de la République. On le sait, ces enquêtes PISA comportent un certain nombre de biais. Ils ont été parfaitement relevés par le rapport Bottani-Vrignon en 2005, repris à son compte par le Haut Conseil pour l'éducation de l'école, pour l'évaluation de l'école. Mais malgré tout, ces enquêtes se sont plus ou moins imposées au système éducatif comme un outil de pilotage quasiment incontournable. Quoi qu'il en soit, et pour ma part, je leur trouverai au moins un mérite. Elles sont venues rendre tardivement justice aux lanceurs d'alerte qui, depuis les années 80, répétaient inlassablement à l'intérieur de l'institution que le niveau baissait. Les malheureux n'avaient pas de chance, ils se heurtaient toujours aux mêmes éléments de langage, ces éléments de langage qui avaient été mis au point par Baudelot et Stabler en 89, et qui disaient que tout cela, ça n'était que des vieilles idées de vieux, que c'était le sempiternel refrain du « c'était mieux avant », et qu'en réalité, n'en déplaise aux grincheux, le niveau montait. Oui, seulement voilà, les enquêtes PISA le disent et le répètent. Et ce sont quand même des enquêtes qui ne sont pas faciles à enterrer. Les performances de nos élèves ne sont plus celles qu'un pays comme le nôtre est en droit d'attendre. Donc cette troisième journée Jean Zay me tend un témoin, et ce témoin que je prends, c'est l'ambition de restaurer la centralité de la transmission des savoirs à l'école.
Et à l'instant même où je me saisis de ce témoin, comme un écho, c'est la question de la culture qui me vient à l'esprit. Des savoirs, oui, des savoirs, certes, mais des savoirs pour une culture humaniste, une culture à l'intention du peuple, humaniste et populaire en somme, ce qui était d'ailleurs l'idée, l'axe central de la pensée de Jean Zay, sous le vocable duquel nous avons placé nos réflexions. J'espère que l'un ou l'autre de nos conférenciers aura à cœur de le rappeler, ne serait-ce qu'en 2 mots. Quand je dis cela, je ne parle évidemment pas des apports du monde des arts ou du monde de la culture à l'intérieur de l'école. Je ne parle pas du culturel venu de l'extérieur de l'institution, que pour autant, je m'empresse de le dire, je ne rejette pas du tout, bien au contraire. Non, ce dont je veux parler, c'est bien de la culture humaniste produite à l'école et par l'école à partir des savoirs. Donc, dans la suite logique de la priorité rendue aux savoirs fondamentaux à l'école, la question que nous avons choisi de poser cet après-midi, c'est la question suivante. Comment, à l'école, on passe des savoirs scolaires à une culture humaniste? Comment l'école devient-elle le lieu éminent de la construction de ce qu'on a appelé la culture du bien public? Entièrement engagée dans l'idée que le progrès de l'humanité est possible, l'école républicaine, depuis ses débuts, est porteuse d'un idéal d'émancipation humaniste, au point même qu'elle cède parfois à la tentation de s'y identifier complètement. La Troisième République avait valorisé des savoirs structurants et stratégiques, des savoirs capables de permettre ensuite d'accéder à d'autres savoirs, à la maîtrise d'autres savoirs, même des savoirs très pointus. Et puis, l'école de la République se pensait comme un sanctuaire. Elle se voulait protégée. Elle se voulait un peu à la manière de l'institution judiciaire, elle se voulait indépendante, c'est-à-dire à l'abri du pouvoir politique en place, mais aussi, et peut-être surtout, à l'abri des pouvoirs locaux, mais aussi des pressions de la société civile, famille, opinion, médias, pouvoirs économiques, et puis bien sûr des associations politiques, idéologiques et religieuses. Transmettre savoir et culture à chaque enfant, telle était sa mission, avec le propos de fonder l'idée même de République et, selon le mot de Condorcet, d'éclairer les hommes pour en faire des citoyens. Alors, bien sûr, loin de moi l'idée de mythifier cette école. Elle n'a certainement pas toujours été à la hauteur de ses ambitions démocratiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien entendu, aucun âge d'or n'a jamais existé. Mais il y avait dans ce projet éducatif pour la nation tout le résumé de la promesse républicaine. On voyait bien que tout n'était pas parfait, mais on savait que tout était perfectible. Et on pouvait donc travailler sans relâche et collectivement à se rapprocher de cet idéal qui était capable
de constituer pour tous un horizon de progrès. Or, ce modèle républicain est attaqué. Il est d'ailleurs attaqué en France depuis plusieurs décennies, sans connaître jamais la moindre alternance politique. L'OCDE, cette officine internationale qui, depuis les années 60, s'occupe de coordonner des politiques économiques, l'OCDE, figurez-vous, dispose aussi de l'entière maîtrise d'œuvre des fameuses enquêtes PISA dont il était question à l'instant. Cherchez l'erreur. Pourtant, sa vocation ne s'arrête pas là. Sa vocation pédagogique va plus loin. L'OCDE mobilise des chercheurs, des experts. Elle travaille et elle publie. Elle publie, par exemple, en 2001, une série de scénarios pour l'école de demain qu'elle décline pays par pays pour chaque pays européen. On y trouve l'idée qu'il est temps d'envisager l'extension du modèle du marché. Une idée qui repose entièrement sur le désinvestissement de l'État dans l'école publique. Et ces experts nous expliquent que la mise en place d'un modèle d'école obéissant davantage aux lois du marché sera ainsi nourrie par le mécontentement grandissant à l'égard des services publics en place, de l'école publique en place. De grands écarts de performance scolaire vont fatalement se développer, qui viendront renforcer les critiques, et peu à peu, l'école en viendra à être considérée tout autant comme un bien ou un service privé que comme un service public. Dès lors, l'idée même qu'il y a des inégalités deviendra naturelle et elle sera de mieux en mieux acceptée par la société. Donc vous voyez, chers amis, la fuite vers le privé que les statistiques décrivent dès à présent dans l'école publique française, semble-t-il, ne fait que commencer. Au niveau européen, c'est la stratégie de Lisbonne qui relaie toutes ces orientations. Bien que les politiques éducatives soient formellement de la compétence des États membres et relèvent donc des politiques nationales, elles sont très largement pilotées par des instances et des processus européens. Et la stratégie de Lisbonne exerce constamment, méthodiquement, la pression pour la mise en œuvre des réformes structurelles destinées à faire converger l'ensemble des systèmes éducatifs. Ce qui aboutit donc à une véritable dépossession des citoyens et, faut-il le dire, une dépossession encore plus totale des professionnels de l'éducation. L'école est de plus en plus regardée comme une entreprise de production de capital humain, une entreprise parmi d'autres, une entreprise de formation parmi d'autres entreprises de formation dans le cadre d'une éducation, d'un marché éducatif, on va dire, tiré par la loi du marché. Alors vouloir, dans un pareil contexte, replacer la culture humaniste au cœur du projet éducatif et renouer avec les ambitions de l'école républicaine, c'est un peu un truc de dingue. Ce n'est pas une partie facile à jouer, je vous l'accorde. C'est même
très probablement un acte de résistance. C'est pourtant le parti que la 4e journée Jean-Zé a pris en connaissance de cause de façon claire. Pour aborder cette question, nous avons renoncé à faire appel au travail des loges maçonniques comme nous le faisons d'habitude. Le travail de la journée de 2016 s'était appuyé sur les contributions de 39 loges volontaires. Non, cette fois-ci, et en raison du sujet choisi, nous avons voulu donner la parole à des acteurs du système éducatif. Donner la parole à ceux qui sont au travail, engagés sur le terrain, dans la défense de cette culture humaniste combattue, de cette culture du bien public, de cette école républicaine. Ce que nous avons pensé en faisant ce choix, c'est que le Grand Orient de France serait pleinement dans son rôle en l'assumant, et même qu'il s'honorerait en offrant une modeste tribune à ces professionnels de l'école auxquels le système éducatif ne donne jamais la parole. Ce qu'ils ont à dire, et ils ont beaucoup à dire, ce qu'ils ont à dire n'intéresse pas une institution qui a fait le choix définitif de s'en remettre à ses experts. Pour nous, au Grand Orient de France, la culture républicaine à l'école, cela commence par reconnaître la valeur du travail et de l'engagement des professionnels qui s'y emploient, à reconnaître cette valeur dans la marche de l'institution et dans ses choix. Alors, au moment où on préparait cette journée, les acteurs invités se sont trouvés, à un moment donné, à 7. Et puis, pour diverses raisons, ils se sont trouvés à n'être plus que 5, un chiffre beaucoup moins agréable à considérer, surtout dans notre maison. Et puis, la fatalité s'acharnant sur nous, la main invisible de quelque part, nous ne pourrons pas entendre, nous pourrons en entendre que 4, car l'un d'eux, Alain Sexig, inspecteur d'académie, a été retenu au tout dernier moment par une mission entièrement imprévue à laquelle il n'a pu se soustraire en raison des obligations qui sont liées à sa fonction. Donc nous aurons 4 professionnels de l'éducation qui vont nous apporter leur témoignage. Tout d'abord, Florence Sautreau, professeure des écoles, je crois qu'elle préfère dire institutrice, ça la regarde, mais ça me plaît bien, qui enseigne en cours préparatoire rue de Marseille à Paris. Sébastien Clerc, professeur de français, histoire-géographie au lycée professionnel Hélène Boucher, à Tremblay en France. Christiane Ferrer, principale du collège Édouard Vaillant à Gennevilliers. Et enfin Sophie Mazet, professeure d'anglais au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Ces comptes rendus d'expérience ont évidemment en eux-mêmes et par eux-mêmes valeur théorique. Vous n'en doutez pas. Je demande pourtant aux conférenciers qui interviendront dans la deuxième partie, dans toute la mesure du possible, d'y faire écho. Je vous remercie.